Au sommaire de ce journal, la primature a officiellement un nouveau locataire. Le nouveau chef du gouvernement, comme Selam Klassou, a pris fonction ce mercredi, 5 jours après sa nomination, succédant ainsi à Kwesi Selagodji Aoumé Zounou. Le compte-rendu de cette passation de service dans ce journal. Les forces de l'ordre et de sécurité sont associées à la protection de l'enfance. Elles sont en formation de 2 jours pour s'approprier l'approche mobilité pour la prise en charge efficace des enfants migrants. Et puis depuis près de 11 mois, le tronçon allant de l'avenue Malfakassa à celle de Jean-Paul II est en chantier. Et ce mercredi, les ministres de l'urbanisme et de l'équipement rural étaient en visite d'inspection sur cette voie dénommée le Petit Contournement. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous le disais en titre, 5 jours après sa nomination par décret présidentiel, Selam Klassou, le nouveau locataire de la primature, est entré officiellement en fonction aujourd'hui. Les cérémonies de signature des documents et de passation de services se sont déroulées en présence du secrétaire général du gouvernement et du personnel de la primature. L'ancien premier ministre, Selagodji Aoumé Zounou, après avoir félicité son successeur, lui a remis les clés et documents officiels de la primature. Augustin Kossi, Aimé Abal. Les adieux du Premier ministre Kwesi Aoumé Zounou à son personnel. Il a officiellement passé le témoin ce mercredi à son successeur, nommé le 5 juin dernier par le président Faure Gnassingbé, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège du gouvernement à Lomé. Mot de reconnaissance envers le chef de l'État, puis encouragement et conseils pour le nouveau chef du gouvernement, Selam Klassou. Je voudrais rendre grâce à Dieu, dont la grâce ne m'a manqué aucun jour durant ces 3 ans. Je voudrais ensuite remercier très sincèrement le chef de l'État. J'ai eu à le lui dire, je le lui dirai encore à toutes les occasions. Mais je me dois quand même de le dire publiquement pour cette confiance qu'il m'a faite. Surtout le parcours que j'ai eu avec lui, je me suis rendu compte que j'ai été parmi ceux qui ont le plus bénéficié de sa confiance, sa disponibilité. Confiance qui était totalement ouverte et sans condition. Je voudrais ensuite, à l'endroit du peuple togolais, dire très sincèrement toute la gratitude que nous lui devons. Ce peuple qui a été merveilleux durant ces 3 années. Nous avons organisé 2 élections. Le peuple nous a compris, nous a accompagnés, a assumé sa mission et a laissé le pays continuer à être géré de la manière la plus paisible possible. Regardons un peu la feuille de route. Et je me suis rendu compte que nous sommes allés au-delà de la feuille de route. Je voudrais remercier les Togolais qui nous ont accompagnés pour faire ça. Nous sommes allés complètement au-delà de la feuille de route, en réalisant tous les points qui sont évoqués. Bien ou mal, c'est aux observateurs de juger. Mais nous avons été totalement au-delà de ces points qui étaient dans la feuille de route. Et nous avons même réalisé d'autres choses qui ne nous étaient pas demandées à notre arrivée. Cette histoire de la canne dont on parle, je ne savais pas du tout que c'était un problème dont les gens faisaient tous les jours des choux gras. J'ai compris ça un peu tard. Mais vous découvrirez que le Premier ministre que je suis, d'abord par nature, par éducation, par culture et par inclinaison, n'a même pas vu un franc passer. Mais qu'il a tout fait pour que des gens gèrent avec le plus grand respect du bien public ces fonds. Vous le découvrirez. Il n'y a pas de crise sociale dans notre pays. C'est moi qui vous le dis. Parole de juste. Il n'y a pas de crise sociale. Vous découvrirez que tout cela est réglé. Maintenant, je voudrais aussi dire, Monsieur le Premier ministre, partager un peu avec vous un certain nombre d'expériences. N'oubliez jamais ceci. Dans toutes les circonstances, continuez à rester juste et droit. Que des gens qui viennent vous sourire dans votre bureau tournent le dos et vous calomnient, restez juste et droit. Que des gens qui ne connaissent pas la vérité écrivent ce qu'ils veulent, restez juste et droit. Que ceux qui la connaissent la travestissent et font écrire le contraire de ce qu'ils savent, restez juste et droit. Cela me paraît important pour gérer ce pays, pour gérer notre pays. J'ai découvert, à l'occasion de cette responsabilité, que le président vous rend rarement justice. Continuez à rester juste et droit malgré tout. À son tour, comme un serment, Selam Klassou a promis de suivre les pas de son prédécesseur et continuer l'œuvre entamée au service du développement du pays.
je voudrais à mon tour rendre grâce à Dieu. Mes vrais premiers mots vont à l'endroit du chef de l'État, Son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé, qui vient de bénéficier une fois encore du suffrage du peuple togolais pour pouvoir conduire ce pays dans la paix, la sécurité et pour un développement partagé. Je voudrais remercier le chef de l'État pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne. Je ferai tout avec le gouvernement qui sortira sous peu à tout mettre en œuvre pour que la politique ou le projet de société qu'il a présenté aux Togolais du sud au nord, de l'est à l'ouest, lequel projet de société a reçu l'adhésion de la très grande majorité de nos populations, que ce projet de société-là soit traduit dans les faits afin que les Togolaises et les Togolais puissent dire ouf, comme ils le disent déjà, à voir ce qui se réalise depuis quelques années sous la houlette du président Faure. À présent, je voudrais me tourner vers mon aîné, le Premier ministre Ahmed Zounou. Je voudrais poser mes pas dans ses pas, le féliciter pour tout ce qu'il a fait durant les 3 années passées à la tête du gouvernement. Il est facile de dire, mais il n'est pas facile de faire. Vous avez beaucoup fait, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais enfin m'adresser au personnel de la primature, remercier ce personnel qui a apporté tout son appui au Premier ministre Ahmed Zounou Sele-Agodji. Sans vous, le travail ne lui serait pas aisé. Je voudrais dire tout simplement que vous jouez un rôle très important et je voudrais d'ores et déjà vous rassurer de ma disponibilité à travailler avec chacun et chacune, avec le respect que je dois à chacun d'entre vous. Nous sommes tous et avant tout des êtres humains. Et la dignité humaine n'a pas de prix. Vous pouvez me faire confiance. Si certains d'entre vous me connaissaient, je resterai le Classou que vous aviez connu. La simplicité, peut-être la rigueur, c'est le travail qui l'impose, ça on ne peut pas faire autrement, mais je voudrais dire tout simplement, c'est dans un cadre convivial que je souhaiterais qu'on puisse travailler. Et il m'appartient de créer un cadre relationnel franc, sain, pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, car le peuple attend et nous ne devons pas accepter des manquements et qui vont porter des préjudices aux millions de Togolais qui espèrent et qui attendent que le président de la République leur apporte des solutions. Je voudrais terminer mon intervention en remerciant la presse aussi, qui fait un bon travail. Ce n'est pas facile. De son côté, le personnel de la primature s'engage à accompagner le nouveau chef du gouvernement en toute loyauté dans sa noble mission, et ceci en parfaite symbiose avec l'équipe gouvernementale qui sera connue d'ici peu.
Les forces de l'ordre à l'école de l'approche mobilité et l'accompagnement protecteur des enfants migrants. C'est une formation, initiative du comité de coordination des actions en faveur des enfants en mobilité pour impliquer les forces de sécurité dans la protection des enfants. Des précisions avec Sonia Ménico et Christine Petit-Calodé. Des études réalisées entre 2008 et 2010 sur la mobilité des enfants et des jeunes en Afrique de l'Ouest révèlent une multitude et une complexité de profils de migration. Un phénomène qui draine près de 11 000 enfants en Afrique de l'Ouest. Dans leur déplacement, certains ont du succès, mais la majorité est exposée à la maltraitance. Pour des solutions en adéquation avec l'intérêt supérieur de ces enfants, tous les acteurs engagés dans la protection des enfants doivent être au même degré d'information sur l'approche mobilité et accompagnement protecteur. La mobilité englobe tous ces mouvements d'enfants et la traite n'est qu'une forme de mobilité. Il y aura une distinction claire entre la traite et les autres formes de mouvements d'enfants. Et en dehors de ça, nous allons mettre un accent particulier sur l'accompagnement protecteur qui va être un modèle. La mobilité des enfants, un sujet qui ne semble toujours pas être perçu à sa juste valeur. Et selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il faut lui accorder un grand intérêt. Malgré les avancées juridiques notables réalisées, la question des enfants migrants a peut-être été cloisonnée à la dimension de la traite uniquement. Ainsi, la notion de déplacement des enfants, volontaire, légitime, rationnel et protégé, peine à émerger et n'est pas toujours bien cerné. Vous aurez à découvrir ou à revisiter des concepts nouveaux qui vous donneront d'autres ouvertures. Cette formation des forces de l'ordre et de sécurité se situe dans le prolongement de la mise en œuvre du projet sous-régional de protection des enfants migrants non accompagnés, financé par l'Union européenne. Le projet réunit 5 pays en Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Mali et le Togo. Les journalistes aussi s'impliquent dans la cause des enfants. Ils sont invités à contribuer à la protection de ces êtres fragiles à travers leurs différentes activités. La formation est initiée par l'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance. Ramdan Bassina. Les enfants sont des êtres fragiles et ont besoin d'être protégés. Et les journalistes, de par leur fonction, contribuent non seulement à la promotion des droits des enfants, mais aussi à la conduite des actions de plaidoyer auprès des États. Cette rencontre de Lomé, qui regroupe les journalistes des États membres de la CEDEAO, va permettre de renforcer leurs aptitudes en la matière. Il s'agit de s'informer et agir ensemble pour des résultats probants. Les journalistes que vous êtes des vecteurs du changement des comportements, du changement également des mentalités, mais également des politiques. Donc voilà pourquoi ce matin nous avons voulu réunir les journalistes des 15 pays de l'espace CEDEAO afin que ces derniers internalisent en tout cas ces principes-là et s'engagent sur la thématique de la protection des droits de l'enfant dans notre espace. Mieux, nous voulons qu'au sortir de cette rencontre, qu'une feuille de route soit établie entre l'UCOA et l'ensemble de ces journalistes-là. La ministre de la Communication salue le choix du Togo pour abriter ces assises et appelle les hommes des médias à s'impliquer davantage dans la promotion et la protection des droits des enfants. C'est une occasion, une chance pour vous de pouvoir vous informer davantage pour savoir aussi comment traiter le contenu de vos programmes, comment traiter l'information. Nous devrions être plus regardants sur les contenus que nous concevons, que nous diffusons à l'endroit de nos concitoyens, des contenus qui peuvent exposer non seulement les enfants, mais renforcer des dérives comportementales aussi chez les adultes. Le Togo s'investit beaucoup dans la promotion du leadership des enfants. La ministre Dédé Awefa Eko et de l'Action sociale renouvelle l'engagement du gouvernement dans la protection et la prise en compte des aspirations légitimes de ces êtres vulnérables. Les médias peuvent donc contribuer directement à la réalisation des droits de l'enfant en sollicitant l'avis des enfants, en traitant l'actualité de leur point de vue et en renforçant ainsi la capacité des enfants à participer activement aux événements qui influent sur leur vie. C'est pourquoi je voudrais ici vous rassurer de tout le soutien du président de la République, son Excellence, M. Faure Eswazimna Nyansingbe, et du gouvernement
à cette noble initiative de l'UCOA qui vise à améliorer les connaissances des professionnels des médias, partenaires des coalitions sur les droits de l'enfant, et à mettre en place une plateforme ouest-africaine des acteurs des médias sur la protection des enfants. L'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance, UCOA, initiatrice de cette rencontre, en collaboration avec Save the Children, FODET Togo et bien d'autres organisations, s'engage à valoriser les principes fondamentaux qui sous-tendent les droits des enfants et dénoncer tout abus. Les experts de la santé publique venus de plusieurs organismes nationaux et internationaux sont réunis à Lomé pour la 5e réunion annuelle du consortium du réseau africain de surveillance du choléra Africol. Ils vont pendant 2 jours échanger non seulement sur les expériences acquises au cours des précédentes rencontres, mais aussi sur les enjeux et perspectives de la lutte contre la maladie en Afrique. Dans Douma Ali et Pierre Soussoupo pour le compte rendu. Une pause comme pour renouveler un engagement, celui de faire front contre la pandémie du choléra en Afrique. Venus de 11 pays d'Afrique, ces professionnels de la santé publique, réunis au sein du consortium africain de surveillance du choléra, sont à Lomé pour reparcourir leurs pratiques. Et c'est surtout les méthodes, les expériences en matière de lutte contre le fléau qui seront partagées au cours de cette rencontre à l'initiative de l'Agence de médecine préventive. Le problème est le plus grave. Et dans ce sens-là, je pense que nous devons être très satisfaits des résultats que nous avons obtenus, parce que ça aide vraiment aux autorités dans les pays à vraiment affronter le problème dans la façon la plus pertinente pour chaque pays. Les investigations révèlent qu'au Togo, la transmission du choléra part généralement d'une source hydrique ou alimentaire avant de se propager par divers canaux. Bien que la situation soit sous contrôle ces derniers temps, la surveillance doit être de mise. Si nous avons en miroir les données de 2014, nous n'avons eu que 343 cas de choléra et seulement 12 décès. Ça veut dire que par rapport au nombre de cas, nous sommes loin des épidémies, et par rapport au nombre de décès, nous pouvons dire que le système de prise en charge des cas de choléra est également maîtrisé dans nos pays. Les rares cas de décès que nous avons eus, ce sont des personnes qui n'ont pas pu consulter des structures sanitaires à temps pour leur prise en charge. Donc le système est bien maîtrisé au Togo et nous sommes toujours en veille pour détecter d'éventuels cas suspects de choléra, les confirmer au laboratoire et mettre en place la prise en charge médicale qui permet de sauver les vies de ces cas de choléra. La côte ouest africaine est longtemps considérée comme une autoroute pour le choléra. 3 à 5 millions de cas, dont 100 à 120 000 décès, sont signalés chaque année dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique totalise à elle seule plus de 90% de cas, dont 15% se soldent par des décès. Un tableau sombre. Et à l'issue de la rencontre de Lomé, les dispositifs seront donc renforcés et les perspectives de méthodes plus poussées seront dégagées pour lutter efficacement contre cette pandémie. Autre sujet évoqué dans les titres, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et son collègue de l'équipement rural ont effectué ce matin une visite de terrain sur les chantiers du petit contournement de Lomé. Une sorte de visite d'inspection des travaux 11 mois après leur démarrage. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. 11 mois après leur démarrage, les travaux du tronçon numéro 2 du petit contournement de Lomé, long de 6,6 km, est situé entre le carrefour Malfa-Kassa et le carrefour à Jean-Paul II, sont en réelle progression. Une route de 2 voies déjà tracée et les différents caniveaux creusés. Le taux d'exécution est estimé à 54%. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, maître d'ouvrage, se dit rassuré. Nous recevons en tout moment des rapports de l'état d'avancement des travaux sur le chantier. Et donc, il importe que de temps en temps, nous puissions venir sur les chantiers et voir effectivement s'il y a ce qu'on nous dit, ce qu'on nous produit en rapport et reflète vraiment la réalité sur le terrain. Ce que j'ai pu recueillir des techniciens
je crois que les travaux avancent bien. Financé à hauteur de 18,466 millions d'euros par la coopération allemande et l'État togolais, la réalisation de ce projet va non seulement contribuer au développement économique du Togo, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations riveraines. C'est une voie urbaine qui dessert donc les îlots, mais qui contribue également à déporter le flux à partir du PK 2800 du petit contournement au grand contournement. Après 2 ans de l'aménagement de ce petit contournement, le trafic va passer de 2800 à 2800 de poids lourds et à 9000 motos. Il est également prévu sur le même tronçon l'aménagement d'une bretelle de 575 mètres pour relier le petit contournement au grand contournement de Lomé. Le petit contournement de Lomé relie dans son ensemble la sortie nord-ouest du port autonome de Lomé à la nationale numéro 1 au niveau d'Aguanivé sur une distance de 15,52 km et est subdivisée en 4 tronçons. La séance des mercredis de l'entrepreneur de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI s'est appesantie ce mois de juin sur l'importance de la propriété intellectuelle dans la recherche de financement. Les avantages que la propriété intellectuelle peut offrir aux entrepreneurs en matière de prêts bancaires leur ont été présentés avec un accent mis sur l'importance de protéger leurs œuvres par le droit d'auteur. Lucassi, Clarisse Aticle. La propriété intellectuelle, un élément très important pour la croissance et la compétitivité d'une entreprise. Elle désigne tout ce qui est œuvre de l'esprit, notamment les inventions, les marques, les dessins. Dans la recherche de financement de leurs activités, les PME-PMI ont la possibilité d'utiliser cette propriété intellectuelle en garantie de créance. C'est l'information apportée par l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI à la séance des mercredis de l'entrepreneur. Ce thème est intéressant pour qu'ils comprennent que s'ils ont effectivement des droits de propriété intellectuelle, ils peuvent commencer par approcher des banques avec leurs droits de propriété intellectuelle ou bien leur actif de propriété intellectuelle pour rechercher des financements. Tout part de la protection des œuvres ou des marques par le droit d'auteur. Il donne une certaine valeur aux biens donnés en garantie et augmente les chances d'obtenir le montant sollicité avec une possibilité de négociation du taux d'intérêt. C'est la valeur de votre marque qui vous donne la puissance ou bien la force de négociation. Quand on parle de marque, d'abord, il faut que vous ayez enregistré votre marque. Il faut que vous ayez une protection. Et ça, dès que vous avez protégé votre marque, ça devient un actif immatériel et avec ça, vous pouvez aller dans une banque et demander un prêt. Les PME-PMI doivent donc accorder plus d'importance à leur propriété intellectuelle ou industrielle. C'est un actif souvent négligé, mais qui joue un rôle majeur dans le développement des entreprises au plan national et international. Pour accompagner le gouvernement togolais dans son vaste chantier de réforme foncière, le Centre d'information de formation d'assistance en droit, CIFRAD, et ses partenaires ont initié ce matin à Lomé une rencontre d'études et de validation d'un rapport sur la situation foncière au Togo. Une occasion de proposer des pistes de travail pour mettre au point les dispositifs d'une meilleure gestion du foncier dans le pays. Éric Dianikwo, Edem Susukwa. Vente illicite de terrain, spéculation foncière, double vente, abus dans le partage et la dépossession. Voilà entre autres conflits fonciers pendant devant les juridictions. Le foncier constitue aujourd'hui une pomme de discorde entre communautés, familles et individus. La terre est devenue un moyen de production, de spéculation et de pouvoir. Il existait un décret foncier de 1906 mis au point par justement les colons, mais en fait qui n'a pas démérité. Le gros du problème, c'est l'inapplication et le non-respect des dispositions de ce décret par la population. Parce que ce décret est pris pour amener progressivement les terres de tenue coutumière à devenir des terres mises sous la gestion d'un droit moderne. Le fameux décret là disait que nul ne pourrait vendre une terre sans l'avoir immatriculée. Mais vous devez constater aujourd'hui que les gens vendent des terrains sans même penser à l'immatriculer. Au pire même, ils lotissent sans demander l'avis de l'État. Le Togo est essentiellement agricole et fait partie donc des pays en voie de développement. Alors là, dans ce contexte,
Vous voyez avec moi que la terre devient un enjeu très important pour pouvoir évaluer l'évolution de ces pays en termes d'économie et les différences, les disparités entre les communautés dispositives des terres et celles qui n'en ont pas. Et à ce titre, seule l'existence d'un code foncier peut, selon les recommandations de la CVJR, régler le problème et minimiser ses effets. Une étude nationale sur la situation foncière au Togo a été commanditée et réalisée par le Centre d'information de formation d'assistance en droit. Le projet est soutenu par le Prascrénan en vue d'amener le gouvernement à adopter le code foncier. Le rapport provisoire est présenté aux acteurs concernés par les questions foncières pour validation. Notre tradition ne permet pas à la femme d'avoir accès à la terre. Donc ça aussi, c'est un problème fondamental que l'étude a souligné. Un code foncier en gestation qui sera validé, s'il plaît à Dieu, le 17 prochain, le mercredi. Parce que ce code foncier a été... la rédaction de ce code foncier a été menée vraiment selon un parcours de combattants. On a sillonné tout le territoire pour avoir le point de vue de chaque Togolais concernant la chose foncière. Je crois que la sortie de ce code serait vraiment un boom de soulagement à la population parce que l'affaire de durée, de titre foncier, de coût serait réglée. Parce qu'il y aura un guichet unique du foncier, vous mettez ça là-dedans, et en une semaine ou deux, vous aurez vos fameux 3 tampons. Et même si on parlerait de 3 tampons, peut-être qu'on n'en parlerait plus. Il y aura une informatisation vraiment poussée du système foncier. Par rapport aux caractéristiques et à l'ampleur des conflits, il est observé que les litiges fonciers sont plus concentrés dans les grandes villes que dans les zones rurales où l'on rencontre plus les conflits d'héritage de terres. Face au goulot d'étranglement qui se dégage de l'étude, il est proposé de rendre accessibles partout au Togo les services judiciaires de gestion des conflits fonciers. Dans l'actualité à l'étranger, on connaît les nouvelles dates des élections au Burundi. 29 juin pour les législatives et le 15 juillet pour la présidentielle. Et confronté depuis plus d'un mois à un mouvement de contestation, le président Pierre Nkurunziza brigue un 3e mandat. La scène en dit long sur le climat qui règne à Madagascar. Des altercations ont éclaté entre députés et policiers. Des incidents qui surviennent en plein bras de fer entre le Parlement justement et le président malgache. Lantour Akatumanga a fermé à clé les portières de sa voiture. Pas question pour cette députée du MAPAR, le parti de l'ex-président Andry Rajoelina, que son véhicule soit fouillé par la police. À l'extérieur, des députés de son parti ont été appelés en renfort. Selon eux, la police ne peut agir sans mandat. La députée bénéficie d'une immunité parlementaire. Qu'importe, les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes et extraient Manu Militari, la députée récalcitrante. Elle ne sera pas arrêtée, car a priori, c'est ce qu'il y a dans le coffre de la voiture qui semble les intéresser. 2 cartons renfermant 200 millions d'ariari, près de 65 000 euros, que les forces de l'ordre exhibent devant les caméras. L'avocat de la députée a tenté de la justifier. En effet, il y avait de l'argent dans la voiture, 240 millions d'ariari. L'argent était destiné aux candidats du MAPAR pour les prochaines municipales. Cette somme devait rembourser leurs cautions et leurs frais de campagne. Lantour Akatumanga sortait d'une réunion avec l'ancien chef de l'État Andry Rajoelina, aujourd'hui dans l'opposition. L'incident survient dans un contexte bien particulier. Il y a 2 semaines, le Parlement malgache votait massivement en faveur de la destitution de l'actuel président, Heri Rajaonarimampianina. C'est à la Haute Cour constitutionnelle de trancher désormais. Et aux États-Unis, en bref, après 48 heures de suspension, le policier blanc a finalement décidé de démissionner après sa violente intervention lors d'une bagarre entre adolescents noirs près de Dallas. Et le chef de la police locale a d'ailleurs qualifié son attitude de comportement indéfendable. Retour en page nationale, le 5e championnat militaire et paramilitaire de pentathlon a été ouvert hier mardi au régiment parachutiste commando de Kara. Les différentes unités vont se mesurer cette année dans 4 épreuves: le tir, le lancer de grenade, le parcours de combattants et le cross-country. La cérémonie d'ouverture avec Nestor Mozou depuis Kara. L'année sportive 2015 au niveau des corps militaires et paramilitaires au Togo commence par le pentathlon.
L'organisation de ce championnat est revenue au RPC, Régiment Paracommando de Kara. 20 unités participent à cette compétition qui est à sa 5e édition. Avant les activités dans les ateliers, les athlètes des différentes unités ont offert au public un défilé. Le pentathlon est un sport à 5 disciplines. À savoir le tir, le cross-country, le parcours d'obstacles, le lancer de grenades et la natation. Mais pour cette édition, la natation n'est pas pratiquée. Bon, c'est une compétition purement militaire qui évalue le degré de compétitivité ou bien d'aptitude des militaires. Que pour cette édition, nous avons 20 équipes constituées de 120 athlètes. Donc, je peux dire 6 par unité. Souhaitant la bienvenue aux athlètes et à l'assistance, le colonel Pacha Sogoyou, commandant le RPC, a souligné que le pentathlon est une occasion de rencontre et d'échange qui se caractérise par un esprit de combativité, certes, mais aussi par une culture d'apprentissage et de fraternité. Le coup d'envoi de la compétition a été donné par le chef d'état-major de l'armée de terre. Je ne doute pas de la compétence de nos athlètes. Leur dévouement aux entraînements augure une compétition de haut niveau. Pour cela, je vous invite tous, sans exception, aucune, à faire preuve de discipline au cours des différentes épreuves pour que ce championnat tienne toutes ses promesses. Le courage et la détermination doivent vous animer à tout moment. Le pentathlon doit avant tout afficher les valeurs individuelles et collectives. Et ces rencontres doivent parfaire la cohésion de nos forces de défense et de sécurité dans la droite ligne des idéaux que ne cesse de prôner le président de la République, chef des armées, son Excellence, M. Faure Essoguna Gnassingbé. Les athlètes ont fait le serment de faire triompher l'esprit de discipline et de fair play, conformément aux règles du pentathlon. En rappel, le régiment Paracommando de Kara est le détenteur de la 4e édition. C'est sur cette bonne ambiance que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez. Grâce à la télévision togolaise, vous retrouverez Isidore Koubatine à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.